C'est élémentaire, bonjour. Donneriez-vous votre vie pour sauver un arbre, empêcher un barrage ou un aéroport d'être construit? Eux, ils répondent oui, et sans hésiter. Leurs ennemis, l'industrie minière, chimique, agroalimentaire, les trafiquants de bois, les poids lourds de l'énergie, les États ou les grandes entreprises, voire les deux à la fois. Et parfois, ils le payent de leur vie. 185 d'entre eux sont morts en 2015, c'est 60% de plus qu'en 2014. Sans compter ceux nombreux dont on ne connaît pas le sort, ceux qui croupissent en prison. En tout cas, les chiffres explosent, l'environnement devient une nouvelle ligne de front. Elle avait reçu l'équivalent du Nobel pour les défenseurs de l'environnement, le prix Goldman. Berta Cáceres, assassinée par balle chez elle au Honduras en mars 2016, parce qu'elle menait une guerre totale à un projet de barrage sur la terre de ses ancêtres. Justice pour ma mère. J'exige que l'on punisse avec toute la force de la loi les meurtriers responsables de la mort de ma mère. Dans cette région du monde, personne n'est à l'abri, même les élus. Luis Alberto Araujo, maire adjoint à l'environnement d'une petite ville brésilienne au cœur de l'Amazonie, a été abattu dans sa voiture devant femmes et enfants. Sa mort nous dit l'urgence de protéger les militants qui sont, eux, en première ligne. Du coup, la justice internationale progresse. Depuis septembre 2016 seulement, la Cour pénale internationale peut condamner des États ou des grands groupes pour exploitation illicite des ressources naturelles, appropriation de terres ou encore destruction de l'environnement. Alors, est-ce que cela peut vraiment inquiéter les gros intérêts? Pas sûr, mais en tout cas, l'idée de crime environnemental fait son chemin. Alors, certains choisissent la violence pure et dure. On les appelle des éco-guerriers. Désobéissance civile, action directe et frontale sont leur mot d'ordre. Certes, nous respectons tous la nature et connaissons l'importance de protéger cette planète. Mais ces individus ont franchi la ligne rouge avec leur entêtement à promouvoir leurs idées politiques. Le FBI, en tout cas, prend la question très au sérieux. Nom de code, opération Backfire, les cibles des éco-terroristes, ceux qui, selon la justice américaine, utilisent la violence, qu'elle soit physique ou morale, pour des raisons politiques liées à l'environnement. En haut de la liste des individus dangereux, Josephine Sunshine Overacre. An up to $50,000 reward is available for information leading to the arrest of this woman, alleged domestic terrorist Josephine Sunshine Overacre. Le FBI promet une belle récompense pour toute information sur cette dangereuse militante de la cause animale, farouche opposante aux stations de ski. Elle est en tout cas poursuivie pour incendie volontaire. Alors, devenir hors la loi, risquer sa vie ou la prison pour ses idées écolo, est-ce que ça vaut la peine? Et surtout, est-ce que ça fait avancer les choses? Moi, je trouve pas ça fou d'être prêt à risquer sa vie pour ses convictions. Il y a des gens qui risquent leur vie pour des choses qui ont bien moins de sens que ça. Alors c'est vrai que quand on embarque sur un bateau de Sea Shepherd, on signe comme quoi on est conscient qu'on prend des risques et qu'on peut potentiellement y passer. Heureusement, en 40 ans, ça n'est jamais arrivé, mais il y a eu des situations extrêmement risquées, et une dont je me souviens où effectivement, je me suis dit qu'on n'allait pas rentrer. Donc on était en Antarctique sur la deuxième campagne contre la chasse à la baleine, et on cherchait le Nishin Maru, qui est le navire-usine de la flotte baleinière. On l'a trouvé par miracle, parce qu'on avait un bateau beaucoup plus lent que le leur, donc on était très contents. C'était le lendemain de Noël, et il y avait une houle de 8 mètres de haut ce jour-là. Et donc, on a décidé de se mettre en travers de sa route. Le capitaine du Nishin Maru a refusé de virer de bord et nous a foncé dessus. On attendait en fait la collision qu'on nous a annoncée pour dans 2 minutes. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est au bout du monde. Il y a aucun moyen d'être secouru en cas d'accident. Et je me souviens m'être dit, c'est vrai que
C'est vrai qu'en fait, signer des pétitions, c'est quand même plus reposant. Mais là, très clairement, on s'est tous dit, on ne va pas rentrer à la maison. Donc le bateau nous a foncé dessus et au dernier moment, il a viré de bord. Et là, en fait, il a compris quelque chose et c'est le message qu'on voulait lui faire passer, c'est qu'on ne reculerait pas. Que quoi qu'il arrive, on ne reculerait pas. Et que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour sauver les baleines, c'est pas juste un slogan. On va au bout des choses. En risquant nos vies pour l'océan, on risque nos vies aussi pour les générations futures, les générations humaines comprises. Je pense que c'est assez noble comme combat. Parfois, on l'a vu, ces militants payent le prix fort. En France, à Sivens, après des mois d'occupation contre la construction d'un barrage et la mort accidentelle d'un militant, Rémi Fraisse, le projet a été abandonné en 2015. Au Brésil, la tribu Munduruku a eu raison d'une entreprise d'électricité, là encore, pour son projet de barrage. Des actions des tout petits qui ont fait reculer les plus grands au nom de notre environnement.